Je sens que nous, en tant qu'artistes, on a une mission, une responsabilité. Le théâtre, le cinéma, le musée, c'est un lieu vital. On est bien là ou pas? Tu penses? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? On est blanc. Non, alors on est loin. Ah, dans l'oreille. Nous voilà pour une deuxième semaine dans les Landes. Là, on est à Cabreton. Pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, on s'appelle Augusta et Corentin et on réalise un long métrage qui va s'intituler Rideau. Le concept, c'est de recueillir des témoignages des professionnels du spectacle vivant à travers toute la France pour les représenter dans un film pour savoir comment ils ont vécu la crise sanitaire. Donc là, on en est à un peu plus de la moitié de notre périple. On a déjà parcouru 5000 km, rencontré 13 personnes. On en a encore pour un mois et demi, plus ensuite des rendez-vous sur Paris. Avec ce film, on a 3 objectifs. Le premier, c'est de renforcer le lien entre le public et les institutions culturelles, de montrer que le théâtre, c'est pour tout le monde et qu'il y a tout à aimer dans le théâtre, parce qu'il y a plein de théâtres différents. Deuxième point, c'est offrir un temps de parole aux artistes et aux professionnels du milieu qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer durant cette période. Troisième point, rappeler que la culture et l'art sont essentiels dans nos quotidiens et que les artistes sont des gens comme vous et moi qui méritent d'être aimés et d'être entendus comme tous ceux qui ont souffert de cette crise sanitaire. Donc rendez-vous pour le début de cette vidéo dans le Pays Basque avec Hervé de la compagnie Etxo Casa. C'est parti! Allez hop, let's go! Alors, nous voilà à Anglette, au théâtre Qingtao. national Qingtao, La c'est ça. scène nationale Qingtao. Voilà, c'est ça. Il a été construit en 2014, c'est splendide à l'intérieur, ça accueille des concerts, des petits spectacles, etc. Et donc on va rencontrer Hervé de la compagnie Etxo Casa, ce qui veut dire fait maison. En basque, parce qu'on est dans le Pays Basque. Complètement. Pour une interview, il est metteur en scène, il va nous parler de plein de choses différentes, on a plein de questions à lui poser. On va voir ça de plus près. Allez! Le théâtre Qingtao compte quand même 800 places et a 2 salles, une grande et une petite. On a aussi appris que la compagnie Etxo Casa faisait partie d'un rassemblement de 19 compagnies de théâtre basques qui ont pour objectif de sauvegarder la culture basque et de la promouvoir avec par exemple sa langue si particulière et ce en collaboration avec les institutions culturelles locales. Hervé a découvert le théâtre quand il était encore collégien, alors qu'il avait reçu un mot dans son casier pour participer à un atelier de théâtre. Du haut de ses 11 ans, il a enfourché son vélo, assisté à cet atelier, et depuis, cet art ne l'a jamais quitté. Je sens que nous, en tant qu'artistes, on a une mission, une responsabilité, voilà, vis-à-vis de ça, pour amener le théâtre aux gens, en fait, quelque part, et leur faire découvrir ça. Donc on se sent un peu effectivement missionné. Comme aussi dans ces périodes un petit peu difficiles de crise sanitaire aussi, c'est comment nous, on reste aussi quelque part debout, justement pour dire on garde l'optimisme, on garde de l'énergie, on garde de la vitalité pour continuer à avancer voilà, à un endroit où effectivement le rapport, on va dire, à l'imaginaire est essentiel, évidemment aujourd'hui, et que si on perd ça, voilà, je pense que c'est dans le texte que l'on joue en ce moment, puisque pour le coup l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, est en train de jouer en région parisienne. Et il y a un moment dans le texte où ils disent que la poésie, même à la fin du monde, ce qui résistera en fait, ça sera la poésie. Voilà. Et donc moi je crois très fort en ça, à la poésie, et à cette force de l'imaginaire qui permet aux gens d'avancer et à cet art de vivre dont parle Bertolt Brecht. En tous les cas, je pense que nous, en tant qu'artistes, on a vécu ça effectivement comme une aberration, comme une injustice, comme un manque de considération des artistes, effectivement. Donc pour moi, c'est un choix politique avant tout. Donc je pense que la fermeture des lieux culturels est une erreur, une grande erreur. Et en plus de ça, qui, à mon avis, n'a pas eu de conséquences, en fait. Voilà, donc je veux dire, ça n'a pas servi, je pense, à endiguer la crise sanitaire. Puisqu'au final, on a fermé les lieux culturels pendant des mois et des mois pour reconfiner. Et forcément, voilà, par rapport à ça, effectivement, il y a une colère. Donc, effectivement, il y a eu ce mouvement de théâtre occupé pour montrer notre mécontentement, pour aussi essayer de se fédérer. Dans tous les cas, même si au départ, la lutte était sur la réouverture des théâtres, mais qui aujourd'hui, effectivement, est malgré tout insuffisante, parce qu'il n'y a plus qu'un sur 4 artistes qui s'est remis à travailler. Mais il y en a 3 sur 4 qui n'ont toujours pas de travail, car embouteillage, car report, car
festivals annulés pour tout un tas de choses. Donc oui, il y a de la colère, il y a de l'injustice que l'on peut ressentir et un choix politique qui fait qu'effectivement que le gouvernement à l'heure d'aujourd'hui, comment il considère la culture, quoi. Qu'est-ce que c'est pour eux la culture, voilà. Donc ça c'est la grande question. On est heureux de retrouver le public, c'est clair. Mais en même temps, on est aussi très solidaire aussi, effectivement, de toutes les personnes qui ne vont pas le retrouver encore. Voilà. Et que même méfiant, effectivement, parce qu'on se dit, ils nous ont déjà fait le coup, est-ce qu'ils vont pas encore... qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, voilà, on n'a plus confiance, ça c'est sûr et certain. On n'a plus confiance. Eh ben c'était vachement bien. Ouais, super intéressant. Ah ouais, c'était... Nous on appelle ça des pépites, mais il nous a donné plein de pépites pendant l'interview. Ah Hervé, oui. c'était très super. Intéressant, Hervé. Ouais, c'était cool. Ouais. Globalement, tous les gens qu'on rencontre sont toujours très intéressants. On a toujours envie après de continuer la conversation en off, si tu veux. C'est clair, de passer des heures à parler avec eux. Mais il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité à couvrir un ensemble de sujets de manière pertinente, qui nous renseignent beaucoup sur de nombreuses choses qu'on n'avait pas à l'esprit. Et on a aussi rencontré dans la salle un technicien lumière qui en fait, lui son vrai métier c'est musicien pro. Et il nous dit que le monde de la musique en ce moment est vraiment en très grosse difficulté. Et que les théâtres et la danse ont eu des éventualités, ont eu des possibilités de réouverture, de répète, etc. Mais que le monde de la musique, lui, est en grande souffrance. Et ça, on n'était pas très informés, donc... C'est important qu'on soit aussi bien renseigné sur l'ensemble de ce qui se passe. Qu'on le veuille ou non, on représente des gens en réalisant ce film. Donc il est important qu'on sache bien ce qu'ils vivent, quelles sont leurs problématiques et d'avoir des connaissances qui couvrent l'ensemble de l'écosystème. On se doit d'être informé pour tout type d'art et de spectacle vivant, quoi. Si vous passez par le Pays Basque, il y a un itinéraire que je vous conseille très fortement. La route de la Corniche qui relie Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. C'est une grande route qui borde des falaises formées de plusieurs couches de pierre. Au bord de l'eau, le paysage est vraiment surprenant. Comme nous étions de passage dans le Pays Basque seulement pour quelques jours, je voulais faire découvrir cette belle région à Corentin. Avis aux connaisseurs, Corentin et moi, nous sommes à la recherche d'une plateforme de financement participatif pour financer la post-production du film. Donc, si vous avez déjà vos favoris parmi Ulule, KissKiss, BankBank ou autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ces grands blocs de pierre que vous voyez échoués sur la plage, ce sont en fait les blocos qu'ont construits les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas là pour faire les guides touristiques, mais comme on avait encore un peu de temps à utiliser pour profiter des paysages, on les a visités, et c'est plutôt impressionnant de voir ces vestiges du passé qui n'ont pas du tout bougé de l'endroit où ils ont été construits. En fait, la mer, à force des marées et des tempêtes, a peu à peu retiré la dune sur laquelle ils étaient posés. Fort heureusement, dans le cas des Landes, ces blocos n'ont jamais été utilisés. En revanche, il y a encore quelques années, on retrouvait parfois des caisses de munitions pour lesquelles il fallait faire intervenir les démineurs. Pendant cette semaine de tournage, pour la première fois, figurez-vous que les rôles se sont inversés. C'est-à-dire qu'une amie à moi qui est blogueuse littéraire et journaliste nous a interviewés pendant à peu près 1 heure lors d'un live Instagram. Ça nous a fait tout drôle d'être interviewés pour la première fois finalement, mais on était tellement heureux de pouvoir parler du projet que c'était vraiment une chouette soirée. Je vous mets dans la description le lien vers sa page Instagram et vers le live que vous pourrez visionner. Parmi les petits pépins qu'on a eu récemment, le pot d'échappement de la Gustaco nous a lâché. C'est-à-dire que la soudure entre la ligne d'échappement et le silencieux est complètement rouillée et il a fini par lâcher, ce qui fait que maintenant on a une voiture qui fait un bruit de 205 tuning GTI biturbo, je sais pas quoi, enfin bref, elle a un son complètement aberrant, donc il va falloir changer la pièce, mais ça on pourra le faire qu'une fois qu'on sera en Gironde
parce que j'ai pas les outils nécessaires à Seignos pour le faire. Démonstration. Ça fait vraiment bien. C'est mignon, mais c'est pas normal, donc c'est beaucoup moins mignon d'un coup. Pour finir cette semaine en beauté, nous sommes reçus chez Pauline Guestnier, au cœur du département des Landes, dans sa jolie maison pleine de vie et de joie. Les 3 générations vivent au milieu des chats, des chiens et des brebis, et j'ai passé tout l'interview avec un des chatons sur mes genoux. Elle est comédienne dans plusieurs compagnies de la région. Voici un extrait de notre rencontre. J'ai été contactée par une troupe, parce que c'est une compagnie, mais c'est vraiment une troupe. Ils sont nombreux, ils ont vraiment cette vie de troupe. Donc c'est une compagnie professionnelle qui est basée à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes, le Théâtre des Demain. Ils m'ont contactée pour faire des ateliers, super. Et en fait, très vite, il a écrit un spectacle, jeune public, et il m'a donné un rôle. Moi, je n'ai jamais fait d'école, je n'avais eu de pratique théâtrale professionnelle avant ça. Du coup, oui, la pression, elle est là. Et quel bonheur! Et en même temps, quel bonheur de le faire, parce que je pense que je l'avais toujours porté en moi sans vouloir me l'avouer, parce que je me disais que ce n'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est chouette, c'est que quand on joue un rôle. Donc en fait, c'est un peu pour quelqu'un d'autre que je le fais. Alors j'ai eu la chance de jouer. Même en ce moment, j'ai eu la chance de jouer. J'ai eu la chance de répéter, puisque nous étions en résidence de création pour un spectacle qui devait sortir en avril, qui sortira en décembre prochain. Et le fait de jouer à 20h jusqu'à 22h30, ça paraissait fou. C'est la première fois qu'on a joué, on est rentré chez nous, on s'est envoyé des messages en se disant « Mais toi aussi, t'es fatiguée ?» Ah oui, mais une fatigue incroyable. Et en fait, ça demandait un équilibre physique, etc., que nous n'avions plus depuis très longtemps. Mais le corps a accusé le coup de se dire « Waouh, à 20h, il faut remettre la machine en route, je suis plus habituée. À 20h, ça fait déjà 2 heures que je suis à la maison. » Donc c'était assez étrange. Même si on travaille chez nous, tu travailles un texte, tu es assis chez toi, ou tu bouges un peu, tu fais du sport, mais c'est pas la même chose que de se trouver face à un public en jeu. Ce premier confinement était plus doux puisque personne ne pouvait travailler. Je ne parle pas des soignants qui, eux, bien entendu, étaient à part et qui ont eu des moments plus difficiles à gérer. Et, on les a pas applaudis, nous, à 20h, mais parce qu'on trouvait ça un peu ridicule. Mais les autres ont été plus difficiles à encaisser avec ce côté essentiel, non essentiel. Les églises ont réouvert, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure, je suis de tradition catholique, je ne le suis plus. Elles sont restées ouvertes, les gens sont allés chanter sans masque dans certains endroits. J'entends et je comprends que certaines personnes en aient besoin, que ce soit un besoin vital, que la foi... Alors, tous les lieux de culte, je dis les églises, mais parce que tous les lieux de culte étaient ouverts. Et bien pour certaines personnes, le théâtre, le cinéma, le musée, c'est un lieu vital aussi. Et vital dans le sens de notre cerveau, notre cœur, notre corps a besoin de cette nourriture dont nous parlions au début, la boucle est bouclée, c'est pas seulement une gourmandise, c'est juste de se nourrir avec ça pour justement ne plus être vide. Est-ce que tu galères? Oui. Non. Ouais. Je suis en zoom. En zoom. En zoom sur ma grosse tête. Ça va sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, les gars. Allez-y, vous dites Antoine Peinture, on dit quoi? entreprise, Antoine Peinture, au service. C'est toi, Antoine? Voilà, Antoine Peinture, les gars. Donc petite parenthèse, Antoine Peinture. Alors on disait, non mais trop drôle le mec, on le mettra. Service particulier mon pote. Et comme vous voyez, on choisit toujours aussi bien nos lieux de magnifiques tournage. fonds. Voilà. Ce splendide mur plein de mus et de barres de fer rouillé plein de lichen. Mais c'est parce qu'en fait là, il nous tarde de manger. On rentre et on raille. C'est ça. Allez hop, on coupe. Voilà, être un bon lien. Il y a Michel qui ronronne. Tu vas la voir? Non, on va pas la voir, je pense.